Parker Schnabel a été la star de la ruée vers l'or. Le jeune prodige qui s'est enrichi en extrayant des millions de dollars de la nature sauvage et glacée. Il incarnait le courage et la détermination, transformant la terre en or et bâtissant un empire minier emblématique. Mais aujourd'hui, il n'est plus au volant de sa fidèle pelleteuse. Derrière les portes closes, Parker doit faire face à un verdict qui a ébranlé l'industrie jusqu'au plus profond d'elle-même. Le procès environnemental le plus explosif de l'histoire de l'exploitation minière a mis à genoux son empire autrefois florissant. Ce qui avait commencé comme un héritage en or s'écroule maintenant sous une sentence qui signifie la fin de la vie en prison. Comment cet enfant chéri a-t-il pu tomber en disgrâce? Mettez un « un » dans les commentaires si vous avez toujours de la sympathie pour Parker Schnabel, ou un 0 si vous avez changé d'avis. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer le prochain chapitre, qui nous permettra d'approfondir les secrets de cette histoire choquante. Pas de liberté conditionnelle, plus de possibilités de faire appel. Il s'agit du même Parker qui a risqué tous ses fonds universitaires pour lancer une entreprise minière, devenant riche avec plus de 13 millions de dollars en or à l'âge de 24 ans, et qui a transformé la boue en or télévisuel, gagnant un montant stupéfiant de 24 millions de dollars rien que pour la saison 14. Aujourd'hui, les 16 millions de dollars qu'il a gagnés cette année sont gelés, alors que ses revendications sur Dominion Creek font désormais l'objet d'une enquête approfondie. Les fans se demandent qu'est-ce qui a mal tourné? Comment l'une des jeunes stars les plus disciplinées et les plus travailleuses de la Côte-Nord télévision est-elle passée d'un statut légendaire à la perspective d'une vie derrière les barreaux? Parker Schnabel n'est pas novice en matière de pression. Il est dans le jeu, de l'or depuis son adolescence, mais rien n'aurait pu le préparer à cette chute dramatique. À la saison 24, il avait déjà extrait plus de 13 millions de dollars d'or de la terre. Au cours de la seule saison 14, son équipe a rapporté la somme stupéfiante de 24 millions de dollars. Avec la montée en flèche des prix de l'or dans la saison 15, Parker aurait dû être au sommet du monde. Au lieu de cela, il se retrouve au bord de la ruine financière, confronté à une mésaventure qui se transforme en quelque chose de bien plus sombre. Parce que quelque part, entre la poursuite des onces et la construction de son héritage, Parker a fait un choix qui allait tout changer. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif, directement dans la salle d'audience. Au début de la saison, Parker n'avait qu'un seul chiffre en tête. Dix Mill wants. Tel était l'objectif. Au cours actuel de l'or, cela représente plus de 26 millions de dollars, une somme colossale. Mais pour atteindre cet objectif, il ne suffisait pas de travailler dur. Il avait besoin d'un volume massif, d'une masse salariale importante et d'une absence totale de délai. C'est alors qu'il a pris une décision audacieuse qui n'a pas fait que soulever des sourcils. Il a déclenché des alarmes. Il débourse 2,5 millions de dollars pour acheter 2 énormes concessions aurifères, Gold Run et Sulphur Creek. Il ne s'agit pas de n'importe quelle parcelle. Il s'agissait de terrains historiques, parmi les plus riches de tout le Klondike, responsables d'une production d'or de 1,5 milliard de dollars au cours du siècle dernier. Mais il y avait un hic. Il s'agissait d'un risque élevé, d'un sol dénudé, d'un terrain instable et de responsabilités inconnues. Mais Parker n'a pas hésité. Il était déterminé à tenter sa chance, prêt à tout risquer pour l'obtenir. Pour y parvenir, il doit déplacer son énorme usine de lavage, Bob, de la concession de Ken A. Stewart à Sulphur Creek. Le voyage n'est pas une mince affaire. 25 miles, la plus longue distance qu'il ait jamais parcourue. Il a donné à son équipe à peine 10 heures pour y parvenir. Ce n'est pas seulement serré, c'est complètement fou. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi, de justesse. Les mécaniciens ont travaillé d'arrache-pied pour réparer les pièces cassées. Tyson Lee a poussé la logistique dans ses derniers retranchements et, au bout du compte, Bob était de nouveau opérationnel. Pendant un moment, tout semblait se mettre en place. Les choses se présentaient bien, vraiment très bien. En 4 jours seulement, Bob a livré 290,05 onces, d'une valeur impressionnante de 766 000 $.
Si l'on ajoute les 276,01 onces de Roxane à la coupe du coude, l'équipe de Parker a déjà franchi le cap des 6 000 onces, soit 6 millions de dollars à la banque. À ce moment-là, le pari a semblé être un coup de génie. Mais en coulisses, l'heure tournait. Plus il creusait à Dominion Creek et Bridgecut, plus les problèmes commençaient à faire surface. Après 12 saisons et plus de 53 millions de dollars d'or, Big Red, la fidèle usine de lavage de Parker, s'est arrêtée. Les barres de tension se sont brisées, entraînant l'arrêt brutal de toute l'opération. Au fil des ans, Big Red avait produit une quantité stupéfiante de 34 et 300 onces. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Avec seulement Bob et Roxane encore en activité, la marge d'erreur de Parker s'est évaporée. Tout devait être parfait, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ce que vous n'avez pas vu à la télévision, c'est la tempête juridique qui se prépare tranquillement en arrière-plan. Dans sa hâte d'étendre ses concessions et d'exploiter chaque once avant l'hiver, Parker a conclu des accords rapides et précipités. Il a acheté des concessions adjacentes par le biais de contrats privés, contournant ainsi des évaluations environnementales cruciales. Dès que son équipe a commencé à creuser à Sulphur Creek, les problèmes ont commencé à apparaître. Des questions sont apparues au sujet des permis, de la perturbation d'un cours d'eau protégé et des vieux fûts de carburant enterrés sous la terre. Des questions auxquelles il n'est pas facile de répondre. Vous avez peut-être manqué les premiers signes. Une inspection tardive, une visite discrète de fonctionnaires. Mais les drapeaux rouges étaient là, agités pour quiconque y prêtait attention. Au fur et à mesure que Parker s'intensifiait, menant des opérations 24 heures sur 24 et transportant des milliers de mètres de gravier à travers des zones protégées, ces signaux d'alarme se sont transformés en citations à comparaître. C'est alors qu'est survenue la véritable bombe. Des poursuites fédérales ont été engagées, accusant Parker de violation intentionnelle de l'environnement. Il ne s'agissait pas d'infractions mineures, il s'agissait de délits graves. Dragage illegal, perturbation de cours d'eau protégés par le gouvernement fédéral et négligence dans le traitement des déchets. Tous directement liés à cette transaction foncière de 2,5 millions de dollars. Les enjeux venaient de devenir beaucoup plus importants. En creusant davantage, les procureurs ont découvert encore plus de choses. Des documents manquants, des permis annulés et, pire encore, des rapports d'inspection falsifiés signés par des sous-traitants sous les ordres directs de Parker. Soudain, l'émission n'était plus une affaire d'once. Il s'agissait de preuves tangibles. Les procureurs ont soutenu que Parker avait sciemment poussé son opération au-delà des limites légales pour atteindre son objectif de 10 000 onces. Ils ont affirmé que Parker avait pris des raccourcis, ignoré des avertissements critiques et mis en danger l'environnement et la sécurité publique. Lors du procès, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. 68 infractions documentées, plus de 3,1 millions de dollars en modifications non autorisées du site, des sols contaminés autour des zones d'équipement et plus de 8 000 gallons de liquide hydraulique non comptabilisés. Les preuves ont permis de dresser un tableau accablant. L'équipe de défense de Parker s'est empressée de faire une pause d'urgence. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu, que les sous-traitants avaient laissé tomber, que les permis manquants étaient simplement dus à des retards administratifs et qu'il n'y avait aucune intention d'enfreindre la loi. Mais lorsque des courriels ont été présentés au tribunal, tout a commencé à s'effondrer. Un fil de discussion datant du début de la saison révélait que Parker exigeait de son équipe une production sans relâche, lui demandant explicitement d'ignorer toute interférence de la part des agences de régulation. Ce message n'a pas seulement fait froncer les sourcils, il a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Et à chaque fois qu'elle refaisait surface, la tension dans la salle augmentait. Le silence s'épaississait. Puis l'affaire a pris une autre tournure dramatique. Un ancien membre de l'équipe, qui avait quitté l'émission en milieu de saison, a fait une déclaration fracassante. Parker savait exactement ce qu'il faisait. Il avait été averti à plusieurs reprises que les documents étaient incomplets et qu'il risquait de commettre des infractions. Mais il a continué à aller de l'avant. Soudain, il ne
Il ne s'agissait plus seulement d'attribuer des responsabilités, mais de braquer les projecteurs sur un dirigeant soumis à une pression intense, prêt à tout pour atteindre son objectif de 10 000 onces. Les conséquences ont été dévastatrices. Les accusations ont commencé à s'accumuler comme une traînée de poudre. Faute environnementale, dommages causés au site, rapports d'inspection falsifiés et fouilles inconsidérées sur des terres fédérales. Chaque nouveau chef d'inculpation donne une image plus sombre de la volonté désespérée de Parker de réussir. Selon les procureurs, il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un modèle. Un mépris délibéré des règlements. Et lorsque l'obstruction a été ajoutée aux accusations, les choses sont passées de graves à la fin d'une carrière. Le tribunal n'a pas mâché ses mots. Il a jugé que les actes de Parker avaient causé le plus grand préjudice à l'environnement, ce qui a entraîné l'application de lignes directrices en matière de condamnation qui ont choqué tout le monde dans la salle d'audience. Mais voici la vérité surprenante. Le verdict n'a pas révélé toute l'histoire. Personne n'a prononcé publiquement le mot « prison ». Aucune séquence dramatique de la marche du coupable n'a été filmée. Pas de marche de la honte télévisée. Au lieu de cela, Parker a tout simplement disparu des projecteurs. Les rumeurs se sont répandues, discrètement. Certains ont affirmé qu'il négociait une restitution. D'autres ont chuchoté qu'il était en détention préventive. Mais personne n'avait de réponse concrète. Ce silence, cependant, était plus éloquent que tout le reste. Voici Parker Schnabel, l'enfant chéri de Discovery Channel. Le jeune prodige qui a commencé à exploiter des mines à l'adolescence, qui a gagné plus de 13 millions de dollars en or à l'âge de 24 ans, qui a été à l'origine de 8 produits dérivés à succès, dont Gold Rush et Parker's Trail, et qui a rapporté 24 millions de dollars rien qu'avec la saison 14. Et maintenant, rien. Pas même un mot. Ce qui est étrange, c'est que Parker n'a jamais aimé les feux de la rampe. Il ne vivait pas comme une célébrité typique. Pas de manoir, pas de voiture tape à l'œil. En fait, au sommet de son succès, il a admis avoir dormi sur le canapé d'un ami à Los Angeles. Il ne s'est pas ruiné en symbole de prestige. Il a plutôt investi dans des souvenirs, des voyages avec son père, des week-ends de chasse avec son équipe, des billets pour les World Series et des escapades spontanées à Las Vegas. Il n'a jamais été question d'argent. C'était une question de loyauté et d'expérience. Cet état d'esprit vient des racines de Parker. Son arrière-grand-père s'est forgé une vie dans la nature sauvage de l'Alaska. Et sa grand-mère l'a rejoint en 1937. Son père se réveille toujours à 4h30 du matin, pour travailler. Parker a grandi entouré de personnes qui n'abandonnaient pas, qui résistaient à la douleur et qui continuaient à aller de l'avant, quelles que soient les conditions brutales. C'est ce qui l'a façonné et c'est ce qui rend sa chute si déchirante. Il a passé un été entier à travailler aux côtés de son grand-père, partageant le dîner chaque soir, écoutant des histoires qui traversaient les générations. Ce souvenir qu'il disait vouloir préserver comptait plus pour lui que n'importe quel lingot d'or. Parker a toujours su que l'argent finirait par disparaître. C'est l'héritage qui compte le plus. Et aujourd'hui, cet héritage ne tient plus qu'à un fil. La saison 15 était censée être le grand retour de Parker, l'année où il atteindrait 10 000 onces et dominerait la compétition. Au lieu de cela, c'est la saison que tout le monde qualifie de maudite. Défaut d'équipement, cauchemars juridiques incessants, tout s'est retourné contre lui. Et même si Parker s'est efforcé de travailler plus dur, plus vite et plus intelligemment, cela n'a pas suffi. L'héritage de Parker Schnabel est au bord du gouffre dans une saison 15 pleine de rebondissements, qui commence par l'espoir d'une percée de 10 000 onces et se termine par des problèmes juridiques et des pannes d'équipement catastrophiques. Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires ci-dessous et cliquer sur « J'aime » pour découvrir la suite des événements? La pression a fini par l'emporter et quelque chose s'est cassé. Personne ne sait ce qui va suivre. Les 16 millions de dollars que Parker a gagnés cette saison sont maintenant bloqués dans des examens juridiques. Ses revendications sont en suspens. L'équipage s'est dispersé, certains restant silencieux, d'autres s'efforçant de maintenir les choses à flot. Mais sans Parker à la barre, tout semble différent. Les fondations qui tenaient tout ensemble sont maintenant fracturées,
et l'avenir est incertain. Dominion Creek est le plus grand pari que Parker ait jamais fait. Il ne s'est pas contenté de louer la terre comme il l'avait fait auparavant. Il l'a acheté d'emblée. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais mensuels, ni de redevance, mais cela signifiait aussi que tout le poids du risque reposait sur ses épaules. Il a signé un chèque de 15 millions de dollars, en une seule fois et non remboursable. Et ce n'était que le début. L'or de Dominion Creek ne se trouve pas à la surface. Elle est enfouie à plus de 40 pieds de profondeur. L'atteindre coûtera des millions de dollars supplémentaires en équipement, en carburant, en main-d'œuvre et en temps. D'après les chiffres, il s'agit d'une décision brillante. On estime que Dominion détient 80 000 onces d'or, au prix actuel du marché d'environ 2 000 $ l'once. Cela représente 160 millions de dollars à extraire de la terre. Pour Parker, il ne s'agit pas seulement d'une mine. Pour lui, c'est l'avenir. Si Parker parvient à extraire 10 000 onces par an pendant 6 saisons, il aura atteint son objectif. C'est le schéma directeur. Mais il y a un hic. Il ne lui reste que 6 ans avant l'expiration de ses permis et de ses licences d'utilisation de l'eau. Si les régulateurs ne les renouvellent pas, tout l'or restant dans le sol sera une perte totale. Le temps presse et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Alors Parker a fait ce que Parker fait le mieux. Il a tout misé. Son équipe a commencé à déplacer des millions de mètres de terre. Au cours de la période d'exploitation, ils avaient prévu de déplacer 25 millions de mètres de berge, soit plus de 4 millions de mètres par saison. Mais une fois que vous commencez à déplacer ce matériau, il prend de l'ampleur, ce qui porte le total à près de 30 millions de mètres. Une telle charge de travail ne se contente pas d'épuiser. Elle écrase. Les équipements tombent en panne. Les équipes s'usent et les programmes commencent à déraper. La pression ne pèse pas que sur une seule personne. Cela pèse sur tout le monde. Tyson Lee, Mitch Blaschka, toute l'équipe. Ils le ressentent chaque semaine, car il ne s'agit pas d'un simple contrat de location. Il n'y a pas de filet de sécurité. Chaque geste compte et le risque est immense. Chaque retard brûle de l'argent. Chaque once non récupérée est un dollar que Parker ne récupérera pas. Pour Parker, l'échec n'est pas une option. Pas après tous les examens. Pas avec un calendrier aussi serré. Et certainement pas lorsque toute l'opération dépend de sa capacité à garder une longueur d'avance. 10 000 onces par an. Pas d'exception. Mais revenons un peu en arrière. Parker n'en est pas arrivé là en jouant la carte de la sécurité. Dès le moment où Parker a fait ses premiers pas sous les feux de la rampe en 2010 à Gold Rush, en Alaska, il a clairement fait savoir qu'il était différent. Alors que les autres mineurs s'achètent des camions et des jouets, Parker se concentre sur le terrain, la stratégie et l'équipe. À la saison 24, il avait déjà extrait 13 millions de dollars d'or. Dans la saison 14, son butin a atteint 24 millions de dollars. Et l'émission l'a suivi au Klondike, dans l'Oregon, au Colorado et même en Guyane. C'était un bourreau de travail, un planificateur et surtout un combattant. Mais dans la saison 15, quelque chose a changé. Le ruisseau Dominion a changé la donne. Mais la pression aussi. Parker a admis que sa véritable crainte n'était pas le coût. C'était de perdre son équipe, de réduire les effectifs, de se séparer des personnes qui l'avaient accompagné depuis le début. Il préférait perdre de l'argent plutôt que de les perdre. Et c'est exactement pour cette raison que Parker a choisi d'aller plus loin. De ne pas rétrécir, de ne pas pivoter, de ne pas sauver. Il a acheté plus de terre. Il a étendu ses activités. Il a même signé un accord de redevance avec Metallic Minerals, s'assurant ainsi des droits exclusifs sur un tronçon de 12 km d'Australia Creek. Ce seul accord s'accompagnait d'un engagement annuel minimum d'1 million de dollars, plus des redevances pour chaque once extraite. Parker ne pensait pas seulement à survivre, il pariait sur un avenir qui garantirait son héritage. Parker ne se contentait donc plus de gérer Dominion. Il avait désormais un site entier lié à Little Flake Mining. C'est le rythme de la montée en puissance. Et c'est pourquoi le moral de l'équipe est devenu absolument essentiel. Parker l'a dit lui-même. Il ne voulait pas de gens autour de lui qui ne pouvaient pas supporter la chaleur. Si quelqu'un ne pouvait pas suivre, il était éliminé. Pas d'excuse.
Pas de seconde chance. Avec un potentiel à long terme de 200 millions de dollars en jeu, l'enjeu n'avait jamais été aussi important. Mais les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement que prévu, car plus l'opération est importante, moins il y a de place pour l'erreur. Chaque panne d'usine de lavage, chaque retard dû aux conditions météorologiques et chaque once manquante par rapport au quota. Tout cela s'accumulait. La tension a commencé à se répercuter sur les relations. Parker n'a pas passé beaucoup de temps avec Rick Ness cette saison-là. Ils se sont à peine croisés. En fait, Parker n'a rencontré Rick en personne que 2 fois au cours de l'été. Ils ont eu une conversation importante devant la caméra à propos d'une situation difficile à laquelle Rick devait faire face. Mais à part cela, ils ont couru dans les couloirs. La même distance existait avec Tony Beats. Il y a quelques années, Parker et Tony se sont affrontés à propos de tout. Permis, terrains, read advances. Mais cette fois, ils ont gardé leur distance. Quelques cafés entre les prises, mais rien de plus. Parker ne devait plus rien à Tony. Il était propriétaire de ses terres, détenait ses permis et n'avait pas besoin de toucher de royalties. Si cela signifiait moins de combats, cela signifiait aussi moins de relations. Cette déconnexion a eu un coût. Alors que la pression du Dominion s'intensifie, il n'y a pas beaucoup de soutien extérieur. Parker s'est enfermé dans son rôle, tête baissée, se démenant pour ne pas se laisser distancer. Dans le même temps, il continuait à faire valoir ses engagements publics. Il a conclu un accord important avec Metallic Minerals, a continué à travailler sur un programme de forage de 400 trous et a même remporté le prix Robert E. Leckey 2022 du gouvernement du Yukon pour la gestion de l'environnement. 2 ans seulement avant que ses activités ne soient examinées par la justice. Leckey Award décerné par le gouvernement du Yukon pour la gestion de l'environnement. 2 ans seulement avant que ses activités ne fassent l'objet d'un examen juridique. C'est dire à quel point les choses peuvent évoluer rapidement dans le monde de l'exploitation minière. Une saison. Vous remportez des prix et la suivante. Vous faites l'objet d'une enquête. En dehors des heures de travail, Parker est resté le même. Humble, nomade, ancré dans la réalité. Malgré les hauts et les bas de sa carrière, il n'a pas changé de style de vie. Il est resté le type qui vivait simplement, évitait les projecteurs et se concentrait sur son travail et ses valeurs fondamentales. Parker ne vit pas dans des manoirs et ne fait pas la fête en jet privé. Au lieu de cela, il s'installe sur des canapés, une semaine à L.A., une semaine à Los Angeles, une autre au Mexique, parfois aux Bahamas. Il fait du kitesurf, du snowboard et passe l'hiver sur des motoneiges quand elles ne sont pas en panne. Il n'aime pas le tape à l'œil. Il aime simplement continuer à bouger, à aller de l'avant. Et c'est peut-être là une partie du problème. Alors que tout le monde se demandait comment un jeune homme de 20 ans pouvait gagner 13 millions de dollars à l'âge de 24 ans, Parker réinvestissait, prenait des risques et s'engageait sur un nouveau terrain. Non pas dans une salle de conférence, mais 40 pieds sous terre à Dominion Creek, où une mauvaise manœuvre pourrait enterrer le travail d'une saison entière. En 2024, on estime que les revenus de Parker s'élèveront à environ 8 millions de dollars, voire à 10 millions de dollars pour certains. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce que l'on attendrait de quelqu'un qui a été la vedette de la franchise la plus populaire de Discovery Channel pendant plus d'une décennie. Il ne porte pas de montres qui coûtent plus cher que des voitures. Il ne collectionne pas les véhicules rares. En fait, il ne possède même pas de maison dans la plupart des rapports, à l'exception d'une modeste maison à Haines, en Alaska. Située sur un terrain privé au bord d'un lac tranquille, cette maison de 2000 pieds carrés a été construite en 2015, avec son toit en métal et sa charpente en bois. Ce n'est pas exactement ce que l'on imagine à Hollywood. À un moment donné, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il avait acheté un manoir de 950 000 $. Parker a rapidement fait taire ces rumeurs, déclarant catégoriquement qu'il était sans domicile fixe et qu'il préférait dormir sur les canapés de ses amis. Pour la plupart des gens, ce serait difficile à croire, mais pour Parker, c'est la vérité. C'est ce même homme qui a utilisé tous les fonds de son université pour parier sur lui-même.
en donnant la priorité à la terre et au permis plutôt qu'au dortoir. Parker a misé 17 millions de dollars sur Dominion Creek. Ce n'était pas son premier pari, mais c'était le plus bruyant, le plus public et de loin le plus risqué. L'or n'est pas facile à obtenir. Elle est enfouie à 40 pieds de profondeur dans la terre gelée. Pour l'atteindre, il doit déplacer 30 millions de mètres de terre en 6 ans, soit plus de 5 millions de mètres par an, chaque année. La pression ne s'exerce pas seulement sur les machines. C'est le fait des personnes qui les dirigent et qui les poussent à leurs limites saison après saison. Le Dominion n'est pas une petite mine, c'est un monstre assoiffé d'or. Et Parker est le seul à avoir l'audace d'essayer de le dompter. Même lorsque les prix de l'or ont atteint des sommets, il n'a pas relâché la pression. Il s'est lancé à corps perdu dans l'aventure, en étoffant son équipe, en ajoutant du matériel et en signant un accord de redevance avec Metallic Minerals pour exploiter Australia Creek, en payant des redevances initiales et en s'engageant à réaliser 1 million de dollars de travaux par an. Parker ne se contente pas d'extraire de l'or. Il est en train de bâtir un empire aurifère, mais ses ambitions ne s'arrêtent pas au Yukon. Il s'est internationalisé, travaillant en Guyane, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Alaska, en Australie et au Brésil. Du Klondike à la jungle, des glaciers aux forêts tropicales, les opérations de Parker s'étendent à travers le monde. Alors que d'autres équipes se préparent pour l'hiver, Parker est à l'autre bout du monde en train de filmer Parker's Trail, à la recherche d'or dans des endroits où peu de gens osent aller. Il gère la logistique dans des langues qu'il ne parle pas, faisant face à tout, des insectes au glissement de terrain en passant par le mal de l'altitude, tout ce qui se trouve entre lui et un nouveau jour de paix. Une fois, il est tombé malade à 6000 pieds dans les Andes, terrassé par le mal des montagnes, mais il a tenu bon. Et pendant tout ce temps, les caméras ont continué à tourner. La ruée vers l'or, le sentier de Parker, les droits de diffusion en continu, les contrats de merchandising, les parrainages, un salaire de 200-500 dollars par épisode. Tout cela s'additionne rapidement. Selon certains rapports, il empocherait plus de 4 millions de dollars par an, si l'on tient compte des bénéfices miniers, des droits télévisuels et des licences. Son équipe de tournage filme chaque instant, de ses plus grands triomphes aux défis les plus exténuants, et les transforme en une réalité dont les fans ne se lassent pas. L'équipe de tournage gagne entre 10 000 et 25 000 dollars par épisode. C'est une machine bien huilée, une machine à faire de l'argent. Mais voici la vérité surprenante. Même avec des millions, avec toutes les émissions et avec le monde minier tout entier qui le regarde, Parker n'a jamais vraiment cherché à gagner de l'argent. Il a poursuivi son héritage, s'efforçant de respecter les normes de son grand-père, de protéger son équipe et de prouver qu'un habitant d'une petite ville tranquille de l'Alaska pouvait s'attaquer à l'industrie la plus difficile du monde et en sortir vainqueur. C'est ce qui l'a motivé, pas l'argent. C'est pourquoi ce moment a frappé plus fort que ce à quoi tout le monde s'attendait. Il ne s'agit pas d'une célébrité prise dans un scandale. Il s'agit de Parker Schnabel, l'enfant qui a grandi dans la boue, le gars qui n'a jamais abandonné, l'homme qui a construit un empire avec rien d'autre qu'une pelleteuse et une équipe de mineurs. Le fait de voir tout cela s'arrêter, ne serait-ce que temporairement, a ébranlé les fans, les investisseurs, les mineurs, tout le monde. Les 16 millions de dollars qu'il a gagnés cette saison sont gelés. Ses revendications au titre du Dominion font l'objet d'un examen juridique. Ses sites de redevances sont devenus silencieux et son avenir est incertain. Tout est en suspens et personne ne sait ce qui va suivre. Alors que Discovery continue de diffuser les épisodes de la saison 15, tout le monde connaît l'éléphant dans la pièce. Personne ne le dit, mais tout le monde le ressent. La question reste en suspens. Parker reviendra-t-il plus fort que jamais? Ou ce chapitre marque-t-il la fin d'une série en or? Qu'en pensez-vous? Parker va-t-il se relever ou sombrer dans la tempête? Laissez un commentaire avec 1 si vous pensez qu'il va faire son retour, ou 0 si vous pensez que c'est la fin. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains secrets de cette histoire, car nous avons des révélations encore plus choquantes qui vous attendent. Merci d'avoir regardé et on se retrouve